Au cœur de la nuit californienne, une silhouette distordue émerge des brumes. Une demeure monumentale, aux angles incertains, se dresse comme un défi à la raison. Des escaliers ne menant qu'au vide. Des portes s'ouvrant sur des murs aveugles. Des fenêtres contemplant d'autres fenêtres dans un jeu de miroirs obsédants. Un labyrinthe de bois et de verre. Voici l'histoire sombre de la demeure la plus maudite d'Amérique, la maison Winchester. De l'extérieur, elle possède la beauté d'un palais de contes de fées, orné de tourelles, de porches délicats et de vitraux chatoyants. Mais une fois le seuil franchi, chaque couloir semble oppressant. Chaque pas donne le sentiment d'être épié. Et chaque clou, sans exception, fut planté par une femme habitée par une certitude terrifiante. Si les travaux s'arrêtaient, elle mourrait. Sarah Winchester était la veuve de l'homme qui fit fortune en vendant la carabine qui a conquis l'Ouest. Son opulence était bâtie sur une arme ayant fauché des dizaines de milliers de vies. Des médiums lui murmurèrent que les spectres des défunts la traquaient. Elle commença alors l'édification de cette maison comme un rempart, un bouclier contre l'invisible. 24 heures sur 24, durant 38 ans, sans plan d'architecte, guidée par la seule peur, elle fit construire. Des pièces furent scellées pour ne plus jamais être rouvertes. Des passages secrets devinrent si inquiétants que les domestiques refusaient d'y circuler seuls. Les rares visiteurs rapportèrent des bruits de pas dans des galeries désertes et des voix appelant leur nom. Sarah Winchester était-elle une femme égarée dans sa propre douleur ou détenait-elle sur ce manoir un secret si noir que nous n'osons l'imaginer ? Si cette plongée dans les méandres de l'âge d'or et de ces demeures énigmatiques éveille votre curiosité, je vous invite à soutenir notre exploration en vous abonnant et en aimant ce récit. Partagez avec nous, en commentaire, quelle demeure vous souhaiteriez voir dévoilée lors de notre prochaine rencontre. Votre engagement est le souffle qui permet à ces histoires de revivre. Chapitre 1er. La femme qui s'effaça derrière ses propres murs. Les ouvriers le sentaient, quelque chose ne tournait pas rond. Matin après matin, ils franchissaient les grilles de cet immense domaine à San José. Ils prenaient leurs outils, consultèrent des instructions souvent énigmatiques et érigeaient des escaliers, des chambres, des ailes entières en l'espace de quelques semaines. Pourtant, ils ne voyaient presque jamais celle qui les payait. Sarah Winchester se déplaçait comme une ombre, laissant des consignes sur des morceaux de papier, faisant remettre les salaires par des serviteurs, esquissant des plans qui défiaient toute logique architecturale. Une porte de 2 mètres de haut, un escalier dont les marches ne faisaient que 5 centimètres, une fenêtre encastrée dans le plancher. Les hommes ne posaient pas de questions. Le travail était régulier, la paix ponctuelle. Dans les années 1890, en pleine panique économique, cela suffisait. Mais entre les ceux, les murmures allèrent bon train. On racontait qu'elle tenait des séances de spiritisme à minuit dans une pièce ornée de 13 crochets au mur. On disait qu'elle sonnait une cloche à l'heure des morts pour invoquer les esprits et à 2 heures du matin pour les congédier. On murmurait qu'elle croyait que les fantômes de chaque victime d'une carabine Winchester la pourchassaient et que l'unique moyen de les égarer, de les perdre dans un dédale sans fin, était de ne jamais cesser de bâtir. Pour certains, elle avait perdu la raison. Pour d'autres, elle faisait preuve d'une ruse singulière. Peut-être était-ce un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que Sarah Winchester hérita d'une fortune estimée à un demi-milliard de dollars actuels. Elle s'en servit pour engendrer une demeure qui reniait la logique. Une maison qui crut, se tordit et se replia sur elle-même pendant près de 40 ans. À sa mort, l'édifice était devenu l'une des structures les plus étranges jamais érigées sur le sol américain. Le chantier ne s'arrêtait jamais. Les équipes de jour martelèrent sous le soleil de Californie. Celles de nuit travaillaient à la lueur des lampes, le son des outils résonnant à travers les vergers. Les voisins disaient que ce martèlement incessant ressemblait à un battement de cœur. Sarah, disait-on, ne dormait que quelques heures par nuit. Ses domestiques la voyaient errer dans les couloirs obscurs, testant les serrures, écoutant. Qu'attendait-elle ? Ils l'ignoraient. Peut-être des pas qui n'étaient pas les siens, peut-être des voix, ou peut-être ce genre de silence qui semble retenir son souffle. La maison devint un labyrinthe, 160 pièces à son apogée, 40 escaliers, 10 000 fenêtres, 2000 portes. Certaines menaient à des lieux ordinaires, d'autres au néant. Un placard profond de quelques centimètres,
une cheminée s'arrêtant avant le toit, ou cette porte au premier étage s'ouvrant directement sur le vide, 15 pieds au-dessus du jardin. Les rares visiteurs qui osaient encore se présenter confiaient que la maison sonnait faux. Ce n'était pas une hantise ordinaire, mais une sensation de rêve fiévreux, où les couloirs reviennent sur leurs pas et où les pièces semblent bouger dès qu'on détourne le regard. Mais Sarah continuait. Elle maintenait ses ouvriers à l'œuvre. Elle faisait croître la maison, sans jamais livrer son secret. Pour comprendre, il faut remonter le temps, quitter la Californie pour New Haven dans le Connecticut, retrouver une jeune femme entrée par mariage dans l'une des familles les plus riches et les plus controversées d'Amérique. Il faut revenir à la carabine par laquelle tout a commencé. Chapitre 2. Le fusil qui bâtit un empire. À ses débuts, la carabine Winchester n'avait rien d'extraordinaire. Un mécanisme à levier simple, une crosse de bois, un canon de métal. Mais sa cadence changea le cours de l'histoire. Avant elle, le soldat ou le colon devait s'interrompre, manipuler la poudre et la balle, recharger coup après coup. La Winchester permettait de tirer sans relâche. 15 cartouches pour certains modèles. On pouvait nettoyer une pièce, repousser un assaut ou chasser sans jamais abaisser son arme. Le marketing fut aussi impitoyable que brillant. On l'appela « l'arme qui a conquis l'Ouest ». Les affiches montraient des cow-boys et des pionniers, libres et rudes, la Winchester au poing. Elle devint le symbole de l'expansion américaine, de la destinée manifeste, du progrès. Elle devint aussi le symbole de la mort, les tribus amérindiennes face aux fusils à répétition de la cavalerie des États-Unis. Les troupeaux de bisons, 60 millions d'animaux réduits à l'extinction, abattus par les chasseurs commerciaux. La guerre de sécession, les guerres de pâturage, les hors-la-loi et les shérifs, tous la portaient. La carabine était partout, et partout où elle passait, le sang coulait. La Winchester Repeating Arms Company fit fortune. Dans les années 1860, Oliver Winchester, le fondateur, était l'un des hommes les plus riches du pays. Son fils, William Wirt Winchester, hérita de l'Empire et épousa Sarah Lockwood Pardee en 1862. Sarah avait 23 ans. Petite, frêle, le regard sérieux sous des cheveux sombres, elle était issue d'une famille respectée du Connecticut. Éduquée, parlant plusieurs langues, pianiste accomplie, ses amis la décrivaient comme réfléchie, timide et profondément pieuse. Elle venait d'épouser une richesse dépassant l'entendement. Le manoir des Winchester à New Haven était grandiose mais de bon goût. Dîner mondain, œuvre de charité. Le quotidien attendu d'une famille de nouveaux riches, cherchant sa place parmi l'aristocratie établie. Sarah jouait son rôle à la perfection. L'épouse discrète, la belle-fille digne. Mais un poids l'écrasait. La carabine n'était jamais loin des conversations. Chaque robe, chaque lustre, chaque salaire de domestique provenait de la même source. Un outil conçu pour donner la mort avec une efficacité redoutable. Sarah ne s'exprima jamais publiquement sur ses sentiments, mais ses proches confièrent son malaise, ses interrogations sur cette contradiction flagrante entre son confort et la violence qui le finançait. Puis le temps des funérailles commença. En 1866 d'abord, Sarah donna naissance à une fille, Annie Pardee Winchester. Un bébé en pleine santé, aux yeux vifs, aussi petite que sa mère. Sarah y projeta tout, son amour, ses espoirs d'un avenir plus léger que le passé. Annie ne vécut que 6 semaines. Elle succomba au marasme, une maladie de dépérissement probablement due à une malnutrition ou une incapacité à digérer le lait. Les médecins furent impuissants. Sarah tint sa fille dans ses bras jusqu'au dernier souffle. Son chagrin fut total. Elle se retira du monde, cessa les réceptions, abandonna le piano. On raconte qu'elle resta des mois sans prononcer une parole. William tenta de la consoler, mais la perte s'installa entre eux comme une ombre. Ils n'eurent jamais d'autre enfant. 15 ans plus tard, en 1881, William contracta la tuberculose. Il s'affaiblit lentement, crachant le sang, perdant ses forces dans ce même manoir où ils avaient autrefois reçu la haute société. Sarah le soigna, le regarda s'éteindre. À 43 ans, elle se retrouvait veuve, sans enfant, et seule héritière d'une fortune bâtie sur 50 000 cadavres. Chapitre 3. Le médium et son message. Sarah ne trouvait plus le repos. Nuit après nuit, dans la demeure de New Haven, elle restait éveillée dans des pièces devenues trop vastes, trop vides. Le silence pesait sur elle comme une chape de plomb.
Chaque craquement du plancher résonnait comme un pas menaçant. Chaque souffle de vent contre les vitres semblait être une main cherchant à s'introduire. Ses amis s'inquiétaient, sa famille tentait de l'épauler, mais un tel chagrin ne cède ni à la courtoisie ni aux conseils avisés. Sarah sombrait, cherchant désespérément une explication, une raison pour laquelle Dieu lui avait tout arraché. C'est alors que le spiritisme entra dans sa vie. Dans les années 1880, l'Amérique était obsédée par l'au-delà. Les séances de table tournantes envahissaient les salons du pays. Des médiums prétendaient franchir le voile pour rapporter des voix, des messages, la preuve que la mort n'était pas un point final. C'était un mélange de réconfort, de spectacle et d'espoir désespéré drapé de rituels. Pour une femme comme Sarah, cultivée, croyante, mais brisée, le spiritisme offrait ce que l'Église ne pouvait plus donner. La possibilité d'un contact, d'une réponse, l'espoir d'entendre à nouveau la voix de sa fille. Les récits divergent sur les détails. Certains disent qu'une amie l'aurait conduite chez un médium à Boston. D'autres parlent de New Haven. Quelques chroniques affirment qu'elle aurait elle-même sollicité cette rencontre, voyageant en secret pour cacher à ses proches l'étendue de sa détresse. Mais tous s'accordent sur un point. Le médium lui annonça qu'elle était maudite. Non par Dieu, non par le destin, mais par les spectres de tous ceux que les carabines Winchester avaient fauchés. Des milliers d'âmes, des dizaines de milliers, Amérindiens, soldats, colons, chasseurs, tous errants, tous habités par la colère et tous attirés par la famille qui avait prospéré sur leur agonie. Le médium lui aurait dit que les esprits avaient déjà pris son mari et son enfant et qu'ils viendraient pour elle si elle ne faisait rien pour les apaiser. Elle devait partir vers l'ouest, aussi loin que possible de New Haven. Elle devait acheter une maison et bâtir sans relâche, sans jamais s'arrêter. Car tant que la demeure resterait inachevée, les esprits seraient désorientés, contraints à l'errance, incapables de la trouver dans un chantier perpétuel. À l'instant même où les travaux cesseraient, lui dit-on, Sarah mourrait. N'importe qui aurait balayé ces paroles comme les divagations d'un charlatan s'attaquant à une veuve éplorée. Mais Sarah écouta. Qu'elle ait cru chaque mot, ou qu'elle se soit simplement accrochée à un rituel donnant un sens à sa douleur, le résultat fut le même. Elle prit sa décision. En 1884, elle vendit le manoir de New Haven, fit ses bagages et quitta sa vie passée pour monter dans un train direction l'ouest. Elle ne dit rien à sa famille. Elle partit tout simplement. Elle traversa le pays, les plaines, les montagnes et les déserts, jusqu'à atteindre la Californie, là où l'Amérique s'arrête pour rencontrer l'océan. À San José, au milieu des vergers et de la brume, elle trouva une ferme inachevée. 8 pièces, 2 étages. Rien de remarquable. Une simple structure de bois sur 40 acres d'arbres fruitiers. Elle l'acheta, engagea des charpentiers et en 1886, le chantier commença. Il ne devait plus s'arrêter pendant 38 ans. Chapitre 4. La demeure qui ne dort jamais. Le martèlement débutait à l'aube. Les charpentiers arrivaient sur le domaine et trouvaient des plans qui les attendaient. Parfois des croquis sur du papier brun, parfois de simples instructions verbales transmises par le contremaître. Parfois rien du tout, juste l'ordre de détruire ce qui avait été achevé la veille pour recommencer de zéro. Ils travaillaient jusqu'au crépuscule. Puis l'équipe de nuit prenait le relais. Rien de tout cela ne suivait les règles de l'art. La plupart des chantiers ne s'activaient que de jour. Les matériaux étaient chers, la main-d'œuvre coûteuse, et travailler à la lueur des lampes était aussi inefficace que périlleux. Mais Sarah se moquait de l'efficacité. Seule la continuité importait. La maison devait croître jour et nuit, sans interruption. Les ouvriers décrivaient un rythme de travail absurde. Un jour, ils érigeaient une chambre complète avec fenêtres et portes. Le lendemain, Sarah décidait que la pièce devait être ailleurs. Ils la démontaient planche par planche pour la reconstruire 6 mètres plus loin. Parfois, ils bâtissaient un escalier de 7 marches qui s'arrêtait brusquement contre un plafond. Au contremaître qu'ils interrogeaient, celui-ci répondait d'un simple haussement d'épaules « Ce sont les ordres ». On installait des portes s'ouvrant sur des murs pleins. On fabriquait des placards profonds de 3 cm, de simples décors inutiles. Une cheminée s'élevait sur 4 étages pour s'arrêter net juste avant le toit, évacuant sa fumée dans le grenier plutôt qu'à l'air libre. Des fenêtres étaient placées au ras du sol, plongeant leur regard dans d'autres pièces au lieu de l'extérieur.
Rien n'avait de sens. Mais les chèques étaient toujours honorés. Et dans une époque d'incertitude économique, cela comptait plus que la logique. Sarah payait en espèces, chaque semaine, sans retard. Elle nourrissait ses hommes avec des repas chauds préparés dans ses cuisines. Pour ses ouvriers, ce chantier n'était pas qu'un emploi, c'était une bouée de sauvetage. Ils restèrent et ils continuèrent de bâtir. Sarah, elle, demeurait invisible. Elle parcourait la maison à des heures indues, inspectant les travaux, laissant des notes, modifiant les plans. Les domestiques disaient qu'elle ne dormait presque jamais, passant ses nuits à errer seule dans les couloirs, écoutant l'ossature de la maison travailler. Un ouvrier l'aperçut un jour à travers une fenêtre. Une silhouette minuscule, drapée de noir, debout dans une pièce inachevée, fixant les murs comme si elle y lisait un texte invisible pour le commun des mortels. La maison grandissait. 8 pièces devinrent 20, puis 40. Des ailes s'étiraient dans toutes les directions. Des tours surgissaient. On ajouta une salle de bal somptueuse, aussitôt scellée et jamais utilisée. Une serre apparut, ornée de vitraux importés d'Europe. Une cuisine fut équipée des appareils les plus modernes de l'époque. Mais les anomalies se multipliaient plus vite que les pièces fonctionnelles. Une porte au 2e étage s'ouvrait sur le vide, sans balcon ni garde-fou, promettant une chute de 5 mètres sur le pavé. Un escalier lilliputien aux marches de 5 cm de haut serpentait sur 44 degrés pour s'élever d'à peine 3 mètres. Des couloirs en lacets revenaient sans cesse sur eux-mêmes, conçus, semblait-il, pour égarer quiconque tenterait de traverser la demeure. La presse locale commença à s'y intéresser. On l'appela la demeure mystérieuse de Winchester. Les reporters tentèrent d'interroger Sarah, elle refusa. Des gardes furent engagés pour éloigner les curieux. Les grilles restèrent closes. Les vergers formèrent un rempart de verdure entre la route et ce labyrinthe croissant de pignons et de tourelles. Mais les rumeurs franchirent les grilles malgré tout, et elles s'apprêtaient à prendre une tournure bien plus sinistre. Chapitre 5. La chambre des ombres. Au plus profond du labyrinthe se trouvait une pièce que Sarah visitait chaque nuit. Les domestiques l'appelaient la salle de spiritisme. Un espace restreint, sans apparat, dissimulé au cœur même de l'édifice, là où aucun mur extérieur ne pouvait l'effleurer. La lumière du jour n'y pénétrait jamais. Pour l'atteindre, il fallait connaître le chemin. Emprunter un couloir précis, franchir une porte déguisée en armoire et s'engager dans un passage si étroit qu'une seule personne pouvait s'y glisser. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère changeait. 13 crochets de fer s'alignaient sur l'un des murs. Nul ne savait à quoi ils servaient. Jamais on n'y suspendit de manteau ni d'outils. Ils restaient là, 13 griffes de métal régulièrement espacées, ne soutenant que le vide. La pièce ne possédait qu'une entrée, mais 3 sorties. Une porte ramenait sur vos pas, une autre s'ouvrait sur un couloir totalement différent. La 3e était un piège, une fausse porte qui, ouverte par mégarde, vous précipitait dans une remise située 2 mètres plus bas. Au centre de la pièce trônait un cabinet. On murmurait que Sarah y conservait les robes et les objets de ses rituels. De quelle nature étaient ces objets? Les domestiques se taisaient ou l'ignoraient. Un système de cloches reliait cette pièce à la chambre de Sarah. 2 sonneries. L'une retentissait à minuit, l'autre à 2 heures du matin, l'heure où Sarah croyait que le voile entre les mondes était le plus ténu. Cette cloche invoquait les esprits ou conviait Sarah à leur rencontre. Les récits divergent, mais les ouvriers restés tard affirmaient avoir entendu les battements de bronze, suivis de bruits de pas et de la voix de Sarah, feutrée, s'exprimant dans une langue qu'ils ne parvenaient pas à déchiffrer. Nul ne fut jamais témoin de ce qui se tramait entre ces murs. Sarah ne fournit jamais d'explication. Les seuls indices provenèrent de serviteurs ayant passé des années dans la maison, et même eux n'offraient que des fragments, jamais de certitude. Une gouvernante raconta que Sarah passait des heures seule dans cette obscurité, n'allumant parfois que des bougies aux flammes de couleurs étranges. Une autre affirmait que Sarah recevait là ses instructions architecturales, des plans dictés par l'au-delà, des avertissements sur les pièces à éviter. Que Sarah ait réellement cru communiquer avec les morts, ou que cette pièce fût l'ultime refuge d'une douleur privée, nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que la maison mutait au gré des décisions prises dans le secret de la nuit. Des pièces achevées une semaine étaient condamnées la suivante.
Des ailes entières, fruits de mois de labeur, étaient soudainement closes, les portes clouées, les meubles retirés, comme si un événement s'y était produit que Sarah voulait oublier ou contenir. Les ouvriers apprirent à ne plus s'étonner. Ils apprirent à suivre les nouveaux plans, même s'ils contredisaient tout ce qui avait été bâti la veille. Car l'alternative était de perdre cet emploi, et personne ne voulait quitter ce chantier hors du commun. La maison grandissait désormais à un rythme effréné. 40 pièces devinrent 60, puis 80. La structure s'étalait sur le domaine comme un organisme vivant, dévorant les vergers, projetant des ombres de plus en plus longues. Et au centre de ce corps de bois et de pierre, chaque nuit, à 2 heures précises, une cloche sonnait dans les ténèbres. Chapitre 6. L'architecture du désarroi. Si vous aviez franchi le seuil de la maison Winchester en 1900, vous n'auriez pas fait 3 pas sans vous égarer. La porte d'entrée, lorsque Sarah daignait l'utiliser, s'ouvrait sur un vestibule qui se scindait immédiatement en 3 directions. Chaque sentier semblait identique, même papier peint, même éclairage, même plancher de bois gémissant sous vos pas. En choisissant la mauvaise voie, vous finissiez par marcher en cercle. Littéralement. Certains couloirs bouclèrent sur eux-mêmes, disposés de telle sorte que celui qui les empruntait revenait exactement à son point de départ, persuadé d'avoir parcouru une distance immense. D'autres galeries s'arrêtèrent net. On tournait l'angle d'un mur en espérant un passage pour ne trouver qu'une paroi aveugle. Pas de porte, pas de fenêtre, juste le silence et le motif du papier peint. Les escaliers étaient plus déroutants encore. L'un d'eux comptait 44 marches pour ne s'élever que de 3 mètres. Chaque marche ne mesurait que 5 cm de haut. Une inclinaison si douce qu'on levait à peine le pied. On dit que Sarah fit construire ce « chemin de fourmis » à cause de son arthrite, pour ménager ses articulations. Mais pour un étranger, l'ascension était surréaliste, comme si l'on marchait éternellement sans jamais prendre de hauteur. Un autre escalier grimpait de 7 marches, tournait sur un palier et s'écrasait contre le plafond. Pas de trappe, pas de porte dérobée, juste du bois et du plâtre. Les ouvriers l'avaient bâti puis s'étaient arrêtés, attendant des ordres qui ne vinrent jamais. L'escalier resta là, inutile et absurde. Les portes étaient partout, 2000 selon les inventaires ultérieurs. Certaines ouvraient sur des chambres ordinaires, d'autres sur des murs de briques. Quelques-unes s'ouvraient sur d'autres portes. On tournait la poignée pour se retrouver face au dos d'un second battant, scellé. Une porte au premier étage ne donnait sur rien d'autre que le vide. Un saut direct vers le jardin, 5 mètres plus bas. Pas de rampe, pas d'avertissement, juste un seuil et le néant. Pourquoi une telle construction ? Certains y voient un piège pour les esprits. Lancés à la poursuite de Sarah, ils auraient franchi la porte pour chuter dans l'abîme. D'autres pensent à une simple erreur, un balcon jamais réalisé. Mais Sarah ne la fit jamais supprimer. Elle resta là, comme tout ce qui défiait la raison. Les fenêtres se contemplaient entre elles. On pouvait se tenir dans une pièce et, par la vitre, regarder directement dans une autre chambre de l'autre côté d'une cour étroite. Pas d'intimité, pas de vue sur l'horizon, juste le verre fixant le verre. Certaines fenêtres étaient encastrées dans le sol. En entrant dans une pièce, on manquait de trébucher sur un carreau affleurant le parquet, offrant une vue plongeante sur le sous-sol ou les charpentes. La salle de bal était sans doute l'espace le plus singulier, somptueuse, avec ses parquets de marqueterie et ses vitraux d'une valeur inestimable. Elle abritait 2 orgues. Sarah aimait la musique et, dit-on, jouait seule la nuit. La pièce pouvait accueillir 100 convives, mais Sarah n'y donna jamais de fête, n'y invita jamais personne. La salle fut construite, meublée, puis abandonnée. Les domestiques racontaient qu'elle la traversait parfois tard le soir, effleurant les murs de ses doigts, mais elle ne touchait jamais aux orgues si quelqu'un d'autre se trouvait dans la maison. Les vitraux de la salle de bal arboraient des motifs de toiles d'araignée, des dessins complexes, magnifiques, où les toiles scintillaient comme couvertes de rosée. L'araignée était omniprésente dans la demeure, sculptée dans les boiseries, incrustée dans les carrelages, forgée dans les grilles de fer. Sarah croyait, semble-t-il, que l'araignée portait chance, qu'elle capturait les mauvais esprits comme elle piège les mouches. Elle peupla donc sa maison de ces images, créant une toile de bois, de verre et de pierre. Mais cette toile n'était pas que décorative. La maison elle-même était devenue un piège. Les couloirs s'en mêlaient, les pièces s'empilaient, les passages se tordaient jusqu'à ce que même ceux qui les avaient bâtis ne retrouvent plus leur chemin. En 1906,
La maison Winchester comptait plus de 100 pièces et s'élevait sur 7 étages à son point le plus haut. Ses tours dominaient les vergers, visibles à des lieues à la ronde. C'était la plus vaste résidence privée de Californie. Un palais qui rivalisait avec les domaines des barons du rail. Puis, le 18 avril, à 5h12 du matin, la terre trembla. Chapitre 7. Le séisme qui brisa le destin. Le 18 avril 1906, à l'heure où les premières lueurs de l'aube peinent encore à dissiper les brumes de la vallée, un grondement tellurique, sourd et terrifiant, déchira le silence. À une centaine de kilomètres au nord, San Francisco s'apprêtait à vivre son apocalypse. En quelques minutes, la métropole ne fut plus qu'un brasier de ruines où s'éteignirent plus de 3000 vies. Le grand séisme de 1906, d'une magnitude de 7,9, venait d'entrer dans l'histoire comme l'une des catastrophes les plus meurtrières du Nouveau Monde. Mais à San José, la fureur sismique ne fut guère plus clémente. Sous le manoir Winchester, la terre se mit à onduler comme une mer déchaînée, transformant le sol solide en un piège mouvant. Le vacarme fut indescriptible, le hurlement du bois qui se tord, le fracas du verre qui explose et le tonnerre des cheminées de briques s'effondrant sur elles-mêmes. L'orgueil de la propriété, la majestueuse tour de 7 étages qui défiait le ciel californien, gémit une dernière fois. Elle oscilla comme un géant blessé avant de s'écrouler dans un chaos de poussière. Des tonnes de débris traversèrent les planchers inférieurs, pulvérisant les salons d'apparat et les chambres d'amis, transformant des années de labeur en un amas de poutres suppliciées. Sarah était au cœur de ce désastre. Elle dormait dans l'une des chambres des étages supérieurs, nul ne sait laquelle exactement, car elle changeait de quartier avec la régularité d'une ombre fugitive, ne demeurant jamais plus de quelques nuits au même endroit. Lorsque le sol se déroba, le dédale se retourna contre sa créatrice. Elle tenta de gagner la sortie, mais le chambranle, tordu par la force du séisme, emprisonna la porte. Sarah poussa, tira, jeta ses frêles forces contre le bois massif. Rien. Elle était prise au piège dans l'obscurité poisseuse, entourée par les gémissements de sa demeure qui semblait rendre l'âme. Il fallut près d'une heure aux domestiques, armés de haches et de pièces de biche, pour se frayer un chemin à travers les couloirs obstrués et forcer l'accès à sa cellule de bois. Lorsqu'ils en sortirent Sarah, elle était couverte de poussière, tremblante, mais physiquement indemne. Pourtant, le regard qu'elle posa sur le désastre n'était plus le même. Intérieurement, l'architecte du mystère s'était brisé. Elle parcourut les ruines dans un silence de sépulcre. Elle contempla la tour effondrée, les parois éventrées laissant apparaître le squelette des poutres, les vitraux de Tiffany réduits en 1000 éclats tranchants. Ses ouvriers attendèrent des ordres de reconstruction, imaginant déjà une tour plus haute, plus audacieuse. Au lieu de cela, sa sentence tomba, glaciale. Elle ordonna de tout condamner. La section frontale de la maison, 30 pièces d'une splendeur désormais déchue, incluant la grande tour et l'entrée principale, fut scellée à jamais. Les portes furent clouées, les accès murés par des meubles et des planches de fortune. Sarah Winchester ne remit plus jamais les pieds dans ces espaces, les livrant à la poussière et aux araignées. Pour ses serviteurs, la signification de ce cataclysme ne faisait aucun doute. Le séisme était un message des esprits, un avertissement tonitruant venu de l'au-delà. Sarah s'était égarée, elle avait péché par orgueil en cherchant à s'élever trop haut. L'effondrement n'était pas un accident géologique, c'était un châtiment divin ou spectral. Elle traita dès lors ces ruines comme une plaie béante qu'il fallait clore pour ne pas mourir d'une infection spirituelle. Elle déplaça le chantier vers les ailes latérales, comme si elle devait tout recommencer, cette fois avec une humilité dictée par la terreur. Le chantier reprit, mais l'âme du manoir avait muté. Avant le séisme, une énergie chaotique mais conquérante habitait les lieux. On bâtissait vers les cieux avec une ambition presque royale. Après 1906, la demeure se recroquevilla. Les nouvelles pièces se firent plus exiguës, les plafonds plus bas, les couloirs plus étouffants. Sarah ne faisait plus confiance à la hauteur. Elle ne construisait plus pour atteindre les nuages, mais pour se fondre dans le sol, étirant sa maison en largeur, comme une créature cherchant à s'aplatir pour ne plus être vue. Elle se retira plus profondément encore dans sa solitude. Les consignes n'étaient plus que des billets laconiques glissés sous des portes. L'argent des salaires n'apparaissait que dans des enveloppes anonymes. Elle devint le spectre de son propre domaine. Les rares voisins rapportaient avoir aperçu, au cœur de la nuit,
la lueur vacillante d'une bougie errant de fenêtre en fenêtre, d'étage en étage, comme si une âme en peine cherchait désespérément une issue dans ce labyrinthe qu'elle ne cessait pourtant d'étendre. La cloche de la salle de spiritisme continuait de sonner à 2 heures du matin, mais son timbre semblait désormais porter le poids d'une certitude amère. Aucune muraille, aussi épaisse soit-elle, ne pourrait jamais la protéger de la colère d'un monde qu'elle ne voyait pas. Chapitre 8. Les bâtisseurs de l'ombre. Dans n'importe quel autre chantier du pays, les ouvriers auraient jeté leurs outils et déserté les lieux depuis longtemps. Le séisme de 1906 avait manqué de transformer leur lieu de travail en sépulcre, et chaque jour qui passait voyait le labyrinthe défier un peu plus les lois de la physique et du bon sens. Le travail y était d'une absurdité presque sisyphéenne. On demandait à une équipe d'ériger une cloison de chêne massif avec un soin infini pour ordonner à l'équipe suivante, le lendemain matin, de la mettre à bas et d'en disperser les cendres. Pourtant, les artisans restèrent, non par une fascination morbide pour les spectres, mais pour une raison bien plus impérieuse et terrestre, une loyauté indéfectible forgée dans l'acier de la sécurité financière et de la dignité humaine. Dans une époque où le capitalisme se montrait souvent impitoyable, Sarah Winchester agissait comme une souveraine éclairée. Elle payait mieux que quiconque dans toute la vallée de Santa Clara. Là où un charpentier de talent peinait à obtenir 2 $ par jour sur les chantiers publics, Sarah en offrait 3, versés chaque semaine en espèces sonnantes et trébuchantes. Il n'y avait jamais de retard, jamais d'excuses, et surtout, jamais ces retenues de salaires arbitraires qui étaient alors la plaie du monde ouvrier. Mais sa générosité ne s'arrêtait pas à l'enveloppe de paix. Chaque jour, à l'heure où le soleil atteignait son zénith, les cuisines du manoir s'animaient d'une effervescence particulière. Ce n'étaient pas des restes que l'on servait aux hommes de peine, mais de véritables festins, des viandes rôties à point, du pain encore chaud sortant des fours, et des corbeilles de fruits gorgés de sucre issus des propres vergers de la propriété. Pour ces hommes, habitués à la frugalité des temps de crise, ce repas quotidien était une manne providentielle, un instant de grâce au milieu d'une journée de labeur insolite. Au-delà de la table et du salaire, Sarah offrait ce que l'Amérique des années 1890 connaissait le moins, la sécurité absolue. Tandis que les paniques bancaires et les hivers rigoureux gelaient l'économie et jetaient des milliers de familles à la rue, le chantier de San José ne connaissait pas de trêve. La maison Winchester ne dormait jamais, et son budget semblait inépuisable. On vit des hommes y consacrer leur vie entière, 10, 15, 20 ans, finissant par introduire leurs propres fils au métier dès qu'ils étaient en âge de manier le marteau. Des générations de bâtisseurs se retrouvèrent ainsi côte à côte, travaillant avec le même sérieux à des fenêtres s'ouvrant sur des placards ou à des escaliers se perdant dans les plafonds. Ils ne cherchèrent pas à comprendre le plan d'ensemble, ils comprenèrent la pérennité du chèque de paie et dans un monde brutalement instable, cela suffisait à justifier toutes les excentricités. Sarah pratiquait également une bienfaisance de l'ombre, presque invisible tant elle était pudique. Prenez le cas de John Hansen, l'un de ses fidèles charpentiers. Lorsque sa femme tomba gravement malade, les dettes médicales menacèrent de l'engloutir. Dans n'importe quelle autre entreprise, ses absences répétées auraient signifié son renvoi immédiat. Mais Sarah fit tout le contraire. Elle augmenta son salaire en secret et donna l'ordre formel qu'on le laisse rejoindre le chevet de son épouse dès qu'il le souhaitait, sans jamais déduire une minute de sa paie. Elle finançait les soins des enfants, maintenait les revenus des blessés et veillait sur ses serviteurs les plus âgés comme sur des membres de sa propre lignée. Ce n'était pas de la charité pour la galerie. Sarah fuyait les honneurs et les gazettes. Elle prenait simplement soin de ceux qui, pierre après pierre, érigeaient son sanctuaire. En retour, ses ouvriers devinrent ses gardiens, un rempart de chair et de silence face à la curiosité du monde. Ils éconduisaient avec une fermeté polie les journalistes en quête de scandale et protégeaient la vie privée de leur patronne face aux rumeurs de voisinage. Ils bâtissèrent son délire, certes, mais ils le faisaient avec le respect dû à une femme qui les traitait avec une humanité rare. En 1910, alors que la demeure atteignait le chiffre vertigineux de 160 pièces, elle n'était pour le reste du monde qu'un mystère insondable ou la preuve d'une démence. Mais pour les hommes de l'ombre, pour ceux qui maniaient le rabot et le niveau, la maison Winchester était bien plus qu'un labyrinthe.
C'était le socle de leur existence, un havre de paix sociale dans un siècle tourmenté. Et pour eux, la logique de Sarah résidait là, dans cette main tendue qui ne se fermait jamais. Chapitre 9. La veuve que le monde voulait voir. Les gazettes ne pouvaient lui résister. En 1910, Sarah Winchester était devenue le sujet de prédilection des rédacteurs en chef. Une veuve recluse, une fortune colossale, une demeure défiant la logique et, par-dessus tout, des rumeurs de spectres, de malédictions et de rituels de minuit. Le San Francisco Call publia le premier grand dossier sous le titre « La demeure mystérieuse de la vallée de Santa Clara ». L'article dépeignait un palais érigé par une femme terrifiée par les âmes de ceux que les fusils de sa famille avaient fauchés. On y évoquait des pièces scellées, un chantier perpétuel et des ouvriers murmurant l'existence de cloches sonnant à 2 heures du matin. L'histoire se propagea comme une traînée de poudre. D'autres journaux s'en emparèrent, brodant sur la réalité, ajoutant des détails de plus en plus romanesques. L'un affirmait que Sarah portait un voile en permanence pour dérober son visage à ses propres serviteurs. Un autre prétendait qu'elle dînait à une table de 13 couverts, entourée de 12 chaises vides pour ses invités de l'au-delà. Un troisième rapportait qu'elle avait englouti plus de 5 millions de dollars dans ce projet, une somme astronomique, l'équivalent de 150 millions de dollars aujourd'hui, sans la moindre intention d'achever l'œuvre. Sarah ne répondit jamais. Elle ne publia aucun démenti, n'accorda aucune entrevue. Ce silence ne fit qu'alimenter le mythe. L'absence de contradiction permit au récit de devenir sauvage. Chaque répétition ajoutait une couche de mystère. La salle de spiritisme devint une chambre des horreurs. L'escalier menant au plafond fut cité comme la preuve d'une démence avancée. La construction elle-même devint le symptôme d'une femme traquée par l'idée de sa propre fin, bâtissant frénétiquement pour distancer la Camarde. Le public se délectait de cette tragédie. En cet âge d'or finissant, l'Amérique était fascinée par les excentricités des grands industriels. Sarah Winchester était la cible idéale, une femme plus riche que certains États, dépensant son or pour créer un labyrinthe perturbant. Elle devint une caricature, la veuve folle, la dame aux fantômes, celle qui conversait avec les ombres. Pourtant, cette image était loin de la vérité. Si Sarah était recluse et croyait au spiritisme, elle n'était pas un cas isolé. À cette époque, des millions d'Américains, y compris des scientifiques renommés, des écrivains et des chefs d'État, partageaient ces convictions. Les séances de médium étaient alors mondaines, presque banales. Communiquer avec les morts n'était pas une folie marginale, c'était une quête spirituelle en vogue. De plus, Sarah n'avait rien d'incohérent. Elle gérait un domaine immense, supervisait des dizaines de travailleurs, menait des transactions financières complexes et entretenait des vergers dont la production était vendue dans tout le pays. Elle était organisée, lucide, souveraine. Même les bizarreries de sa maison trouvaient parfois une explication pragmatique. Les marches surbaissées soulagèrent son arthrite. Les multiples chambres lui permettaient de changer de lit pour trouver une position moins douloureuse. Les petites portes et les plafonds bas étaient adaptés à sa silhouette frêle d'à peine 1,50 m. Quant aux portes donnant sur le vide, elles n'étaient souvent que le vestige de plans modifiés, des ouvertures devenues obsolètes qu'elle préférait laisser telles quelles plutôt que de les murer. Ce n'était peut-être pas de la folie, mais simplement la réalité désordonnée d'un chantier sans plan d'ensemble mené sur 4 décennies. Mais les journaux ne s'intéressaient pas au pragmatisme. Ils voulaient du mystère et de l'effroi. Ils voulaient l'histoire d'une femme hantée, perdant la raison pièce après pièce. La réalité était plus silencieuse, plus mélancolique. Sarah était une mère ayant perdu son unique enfant, une épouse ayant perdu son mari, héritière d'une fortune indissociable d'une violence qu'elle n'avait pas commise mais dont elle bénéficiait chaque jour. Elle avait fui vers l'ouest pour échapper au poids de cet héritage, trouvant dans ce chantier une structure à son deuil. Elle donnait du travail à des centaines de familles et bâtissait un monument étrange, certes, mais qui lui appartenait en propre. Elle le fit sous le regard d'un monde qui la jugeait de loin, la transformant, de son vivant, en une légende de fantômes. Vers 1915, Sarah entra dans sa 7e décennie. Le chantier ralentit. Il ne s'arrêta pas, car il ne devait jamais s'arrêter, mais le rythme décrut. La maison avait atteint sa taille critique, 160 pièces, un monument tentaculaire à un secret que le monde ne percerait jamais. Et Sarah, vieillissante, continuait d'arpenter ses couloirs, seule, au cœur de la nuit. Chapitre 9.
la veuve que le monde voulait voir. Les gazettes ne pouvaient lui résister. En 1910, Sarah Winchester était devenue le sujet de prédilection des rédacteurs en chef. Une veuve recluse, une fortune colossale, une demeure défiant la logique et, par-dessus tout, des rumeurs de spectres, de malédictions et de rituels de minuit. Le San Francisco Call publia le premier grand dossier sous le titre « La demeure mystérieuse de la vallée de Santa Clara ». L'article dépeignait un palais érigé par une femme terrifiée par les âmes de ceux que les fusils de sa famille avaient fauchés. On y évoquait des pièces scellées, un chantier perpétuel et des ouvriers murmurant l'existence de cloches sonnant à 2 heures du matin. L'histoire se propagea comme une traînée de poudre. D'autres journaux s'en emparèrent, brodant sur la réalité, ajoutant des détails de plus en plus romanesques. L'un affirmait que Sarah portait un voile en permanence pour dérober son visage à ses propres serviteurs. Un autre prétendait qu'elle dînait à une table de 13 couverts, entourée de 12 chaises vides pour ses invités de l'au-delà. Un troisième rapportait qu'elle avait englouti plus de 5 millions de dollars dans ce projet, une somme astronomique, l'équivalent de 150 millions de dollars aujourd'hui, sans la moindre intention d'achever l'œuvre. Sarah ne répondit jamais. Elle ne publia aucun démenti, n'accorda aucune entrevue. Ce silence ne fit qu'alimenter le mythe. L'absence de contradiction permit au récit de devenir sauvage. Chaque répétition ajoutait une couche de mystère. La salle de spiritisme devint une chambre des horreurs. L'escalier menant au plafond fut cité comme la preuve d'une démence avancée. La construction elle-même devint le symptôme d'une femme traquée par l'idée de sa propre fin, bâtissant frénétiquement pour distancer la Camarde. Le public se délectait de cette tragédie. En cet âge d'or finissant, l'Amérique était fascinée par les excentricités des grands industriels. Sarah Winchester était la cible idéale. Une femme plus riche que certains États, dépensant son or pour créer un labyrinthe perturbant. Elle devint une caricature, la veuve folle, la dame aux fantômes, celle qui conversait avec les ombres. Pourtant, cette image était loin de la vérité. Si Sarah était recluse et croyait au spiritisme, elle n'était pas un cas isolé. À cette époque, des millions d'Américains, y compris des scientifiques renommés, des écrivains et des chefs d'État, partageaient ses convictions. Les séances de médium étaient alors mondaines, presque banales. Communiquer avec les morts n'était pas une folie marginale, c'était une quête spirituelle en vogue. De plus, Sarah n'avait rien d'incohérent. Elle gérait un domaine immense, supervisait des dizaines de travailleurs, menait des transactions financières complexes et entretenait des vergers dont la production était vendue dans tout le pays. Elle était organisée, lucide, souveraine. Même les bizarreries de sa maison trouvaient parfois une explication pragmatique. Les marches surbaissées soulagèrent son arthrite. Les multiples chambres lui permettaient de changer de lit pour trouver une position moins douloureuse. Les petites portes et les plafonds bas étaient adaptés à sa silhouette frêle d'à peine 1,50 m. Quant aux portes donnant sur le vide, elles n'étaient souvent que le vestige de plans modifiés, des ouvertures devenues obsolètes qu'elle préférait laisser telles quelles plutôt que de les murer. Ce n'était peut-être pas de la folie, mais simplement la réalité désordonnée d'un chantier sans plan d'ensemble mené sur 4 décennies. Mais les journaux ne s'intéressaient pas au pragmatisme. Ils voulaient du mystère et de l'effroi. Ils voulaient l'histoire d'une femme hantée, perdant la raison pièce après pièce. La réalité était plus silencieuse, plus mélancolique. Sarah était une mère ayant perdu son unique enfant, une épouse ayant perdu son mari, héritière d'une fortune indissociable d'une violence qu'elle n'avait pas commise mais dont elle bénéficiait chaque jour. Elle avait fui vers l'ouest pour échapper au poids de cet héritage, trouvant dans ce chantier une structure à son deuil. Elle donnait du travail à des centaines de familles et bâtissait un monument étrange, certes, mais qui lui appartenait en propre. Elle le fit sous le regard d'un monde qui la jugeait de loin, la transformant, de son vivant, en une légende de fantômes. Vers 1915, Sarah entra dans sa 7e décennie. Le chantier ralentit. Il ne s'arrêta pas, car il ne devait jamais s'arrêter, mais le rythme décrut. La maison avait atteint sa taille critique, 160 pièces, un monument tentaculaire à un secret que le monde ne percerait jamais. Et Sarah, vieillissante, continuait d'arpenter ses couloirs, seule, au cœur de la nuit. Chapitre 10. Les dernières demeures. Désormais, les mains de Sarah Winchester, autrefois si précises lorsqu'elles esquissaient des plans qui défièrent la raison, tremblaient sous l'étreinte glaciale de l'arthrite. Cette même pathologie, qui avait sculpté l'architecture même de la maison,
dictant ses marches si basses et ses passages étroits, finissait par paralyser la créatrice. Écrire une instruction, esquisser un nouveau balcon ou simplement tenir une plume devint un calvaire. Le corps de Sarah se refermait sur lui-même, imitant la claustration de son manoir. Elle se déplaçait avec une lenteur solennelle. La nuit, le vacarme des marteaux et des scies, qui avait été le pouls battant de la propriété pendant près de 4 décennies, s'effaçait derrière un son nouveau, plus intime et plus funèbre. Le tic-tac sec et régulier de sa canne sur les parquets de bois précieux. Toc, toc, toc. Le rythme était taché, entrecoupé de longues pauses où le silence semblait reprendre ses droits. Les domestiques, tapis dans l'ombre, l'entendaient vérifier chaque verrou, tester chaque poignée, s'assurant que son bouclier de bois tenait bon contre les courants d'air et les souvenirs. Le changement de chambre, autrefois un rituel de protection superstitieux, était devenu une nécessité médicale. Certains soirs, ses articulations étaient si enflammées qu'elles lui interdisaient de gravir le moindre degré, fût-il de quelques centimètres. Elle se repliait alors au rez-de-chaussée, logeant près des cuisines ou des quartiers du personnel, hantée par la peur de chuter dans l'immensité déserte de son propre labyrinthe sans que personne ne puisse l'entendre appeler. Les ouvriers, eux aussi, sentirent le crépuscule approcher. Les consignes, jadis quotidiennes et impérieuses, se faisaient rares. Des jours entiers s'écoulaient sans qu'aucun nouveau plan ne soit glissé sous une porte, sans qu'aucun ordre de démolition ne vienne bousculer le chantier. En 1920, la demeure semblait être entrée en léthargie. L'expansion effrénée avait laissé place à une simple maintenance. On réparait une ardoise, on rafraîchissait une moulure, on polissait les cuivres. Le grand tumulte qui avait intrigué la Californie pendant 35 ans s'était tu, ne revenant que par intermittence, tel un écho affaibli d'une obsession qui s'éteignait. Sarah lâchait prise. Elle passait désormais ses après-midi dans la serre, un havre de verre et de fer forgé. Elle restait là, immobile, tandis que le soleil déclinait et que les vitraux de Tiffany projetaient sur le sol des arabesques de couleurs changeantes. Elle ne parlait presque plus, spectatrice silencieuse du mouvement de la lumière. La cloche de la salle de spiritisme retentissait encore à 2 heures du matin, mais son appel n'était plus systématique. Parfois, le silence régnait une semaine entière, avant que 13 coups ne déchirent à nouveau la nuit. Sarah cherchait-elle encore des instructions architecturales auprès des ombres, ou demandait-elle enfin le pardon à ce mari et cet enfant perdu un demi-siècle plus tôt? Sa nièce, Frances Marriott, l'une des rares à avoir gardé un lien avec la recluse, constatait lors de ses brèves visites une métamorphose inquiétante. Au milieu des théiers en porcelaine et des politesses d'usage, Sarah semblait s'effacer. Frances racontera plus tard que sa tante paraissait s'étioler, devenant une créature frêle, presque aviaire, comme si la maison, à force de grandir, avait fini par absorber l'énergie vitale de sa maîtresse. Sarah Winchester n'habitait plus le manoir. Elle en était devenue l'esprit, un écho fragile errant dans des galeries trop vastes pour elle. Au début de septembre 1922, Sarah choisit sa dernière demeure. Elle tourna le dos aux suites impériales et aux chambres secrètes pour s'installer dans une petite pièce modeste au rez-de-chaussée. Les murs étaient nus, la fenêtre unique ne donnait que sur le verger. Il n'y avait là ni porte dérobée, ni escalier dérobé, ni luxe ostentatoire. Juste un lit, une chaise et une table. Après avoir passé sa vie à remplir un palais de trésors et de bizarreries, Sarah Winchester cherchait le dépouillement monacal pour ses derniers instants. La nuit du 4 septembre, elle se coucha sans cérémonie. On l'aperçut une dernière fois, assise contre ses oreillers, le regard perdu vers le verger baigné de lune. Elle s'éteignit dans son sommeil, aux premières heures du jour. Nul glas ne sonna, nul séisme ne vint secouer la terre, aucun prodige surnaturel ne marqua son départ. Juste une femme de 83 ans s'en allant discrètement, seule dans une pièce qu'elle avait bâtie pour trouver enfin le repos. Lorsque les serviteurs la découvrirent au matin, un calme étrange plana sur San José. La nouvelle se répandit comme un souffle. Sarah Winchester n'était plus, et pour la première fois en 38 ans, le chantier se tut, totalement, absolument. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que tous les coups de marteau passés. Le labyrinthe était figé, non parce qu'il était fini, car il ne le serait jamais, mais parce que l'unique personne capable de transformer cette folie en destin venait de rejoindre les ombres qu'elle avait tant redoutées.
Chapitre 11. L'héritage de l'insaisissable. Lorsque Francis Marriott franchit le seuil du vestibule d'entrée au lendemain des funérailles, elle fut saisie d'un vertige que ses précédentes visites n'avaient jamais laissé présager. Pendant des années, sa tante avait orchestré leur rencontre avec une rigueur de métronome. Un thé servi dans la serre, une déambulation sous les tonnelles des jardins, mais jamais, absolument jamais, une invitation à explorer les entrailles du manoir. Sarah contrôlait chaque pas, chaque regard, chaque porte. Désormais, le chef d'orchestre s'était tu, et Francis se retrouvait face à un monde clos qu'il fallait, en tant qu'exécutrice testamentaire, ramener à la réalité des chiffres. Elle ne tarda pas à s'entourer d'une véritable armée, juristes à la mine sombre, comptables pointilleux et experts en art, tous munis de carnets et de mètres rubans. Leur mission semblait simple, quantifier l'existant. Elle s'avéra être un défi à la raison. L'équipe s'égara presque instantanément. Le manoir Winchester n'était pas une maison, c'était un organisme vivant dont les membres avaient poussé de manière anarchique. Un expert, ouvrant ce qu'il croyait être une simple penderie, manqua de basculer dans un abîme de 12 mètres plongeant directement vers les fondations. Un autre, parti chercher une sortie de secours, erra 20 minutes dans des boyaux sans fenêtre avant de réapparaître, livide et déconcerté, au 3e étage, à l'opposé total de son point de départ. Francis dut se résoudre à engager un charpentier local, un homme dont les mains avaient façonné ces murs pendant plus de 15 ans. Mais même lui, l'initié, peinait à s'orienter. Des pièces qu'il avait achevées lors d'un été lointain avaient été murées, découpées ou reconfigurées par d'autres équipes. La demeure avait muté si souvent et avec une telle frénésie que sa propre topographie était devenue un secret perdu. L'inventaire s'étira sur des semaines de perplexité. Le décompte final tenait du prodige. 160 pièces, 40 escaliers, 10 000 fenêtres. L'équipe finit par abandonner toute tentative de précision absolue pour les portes, estimant leur nombre à 2000. On recensa 47 foyers et 17 cheminées, dont la plupart, par une ironie tragique, ne servaient à rien, s'arrêtant brusquement sous un plafond ou évacuant leur fumée dans des combles condamnés. Mais si les chiffres étaient vertigineux, le contenu des chambres l'était plus encore. Dans une aile désertée, ils découvrirent des douzaines de services de porcelaine de Sèvres, encore protégés par leur paille d'emballage, n'ayant jamais connu la lueur d'une bougie. Ailleurs, des centaines de bouteilles de vin prestigieux reposaient sous une couche de poussière séculaire. Sarah commandait avec la boulimie d'un empereur pour ensuite oublier l'existence même de ces trésors. Des placards entiers regorgeaient de rouleaux de papier, peints importés et de coupons de soie rares, assez de matériaux pour bâtir et décorer un second manoir de fond en comble. On y trouva des stocks de bois précieux, des caisses de clous en cuivre et des vitraux de Tiffany encore en caisse. Sarah ne construisait pas seulement une maison. Elle se préparait, semblait-il, pour un chantier éternel. Pourtant, au milieu de cet amoncellement de richesses, l'essentiel manquait. Les experts cherchaient une clé, un journal intime, un manifeste qui expliquerait ces 40 années d'errance architecturale. Ils ne trouvèrent rien, pas un mot sur ses tourments, pas une ligne sur ses plans. La salle de spiritisme, point névralgique de toutes les légendes, ne livra aucun secret occulte. Les 13 crochets de fer étaient désespérément nus. Le cabinet ne contenait que les robes de soie mentionnées par les domestiques. Pas de grimoire, pas de cercle tracé au sol. Juste du bois, du tissu et un silence accablant. C'est dans les registres financiers que Francis découvrit la véritable Sarah. Sous la poussière des chiffres, une humanité insoupçonnée se fit jour. Des reçus de dons anonymes à des hôpitaux, des contributions massives à des orphelinats et des fonds de secours pour les déshérités. Sarah distribuait sa fortune avec une discrétion presque maladive. Les livres de paie révélaient des carrières entières passées à son service. Des hommes qui avaient rebâti leur propre vie sur les salaires généreux de la veuve folle. Une note manuscrite indiquait le versement d'une pension à un ouvrier devenu trop vieux pour tenir le marteau, que Sarah continuait de rémunérer par pure gratitude. Elle payait les médecins des uns, les études des autres, toujours dans l'ombre. Francis commença alors à entrevoir un portrait bien différent de celui des gazettes. Elle ne voyait plus une démente traquée par des ombres, mais une femme portant un deuil et une culpabilité si vastes qu'il ne pouvait s'exprimer que dans l'absurdité du chantier. La maison était son exutoire, son œuvre de charité et son propre purgatoire. Cependant, le manoir restait un fardeau colossal, une structure invendable et ruineuse.
Qui aurait pu habiter ce labyrinthe de portes aveugles? Le mobilier fut dispersé aux enchères. 5 camions de déménagement furent nécessaires pour vider les lieux, et il ne resta bientôt plus que la carcasse de bois, de verre et de pierre, vide de son âme. Francis Mariotte, ne sachant que faire de ce monument à l'invraisemblable, prit alors une décision qui allait sceller le destin des lieux. Elle fit de la douleur de sa tante une curiosité publique. Elle en fit une attraction touristique. Chapitre 12. Le théâtre des ombres. Moins d'1 an après que le dernier souffle de Sarah s'était dissipé dans les méandres des couloirs, le silence du deuil fut brutalement remplacé par le tumulte du commerce. En 1923, les grilles de la propriété s'ouvrirent à nouveau, mais cette fois pour laisser entrer une foule avide de sensations. En l'espace de 5 mois seulement, le manoir Winchester subit une métamorphose radicale. On nettoya les pièces poussiéreuses, on déblaya les gravats du séisme restés en suspens, on imprima des brochures aux titres accrocheurs. Mais le travail le plus crucial ne fut pas physique, il fut narratif. On choisit avec soin l'histoire que l'on allait vendre au monde. Francis Mariotte, en héritière avisée, se trouva face à un dilemme moral. Elle aurait pu être la gardienne de l'honnêteté historique. Elle aurait pu présenter l'édifice pour ce qu'il était réellement. Une curiosité architecturale sans précédent, un monument colossal érigé à la gloire d'un deuil éternel, et le projet d'une vie qui avait offert une stabilité providentielle à des centaines d'ouvriers dans une époque incertaine. Mais elle comprit vite que la noblesse de la vérité ne faisait pas recette. L'honnêteté ne vendait pas de billets. Le public ne voulait pas d'une philanthrope mélancolique. Il voulait une veuve démente. Le marketing choisit donc l'effroi. La demeure mystérieuse, clamèrent les affiches publicitaires. On invita le public à franchir le seuil d'un palais bâti sous le joug d'une malédiction, par une femme traquée par les légions de spectres fauchés par la carabine Winchester. Les guides, véritables prêtres de cette nouvelle mythologie, reçurent des instructions formelles. Insister sur le surnaturel, dramatiser la salle de spiritisme, murmurer les récits de la cloche de minuit. Chaque anomalie architecturale, chaque escalier butant contre un plafond ou chaque porte s'ouvrant sur le vide fut réinterprétée. Ce n'étaient plus les conséquences d'une arthrite ou d'un changement de plan, mais des pièges savamment disposés pour égarer les esprits malins. Le succès fut immédiat et foudroyant. Des milliers de curieux affluèrent dès la première année, transformant San José en une étape incontournable. On venait de San Francisco en famille. On inscrivait la visite au programme de ses vacances comme on se rendrait à un spectacle de foire. Les enfants se défiaient de parcourir le labyrinthe, le cœur battant, espérant apercevoir une silhouette noire au détour d'un couloir, tout en redoutant que leur souhait ne soit exaucé. Les guides affinèrent leur jeu, baissant le ton au passage des zones de froid, ou rapportant, d'un air entendu, les bruits inexpliqués signalés par de précédents visiteurs. Mais au-delà du frisson, une question demeurait: que restait-il de la vérité? Si certains jurèrent avoir senti une main glaciale sur leur épaule ou aperçu des visages mouvants dans les vitraux, les sceptiques pointaient des réalités plus triviales. Une vieille maison de bois craque sous l'effet thermique. Les courants d'air s'engouffrent naturellement dans de tels volumes. Le verre ancien déforme la lumière. Pourtant, la vérité importait peu face à l'expérience immersive. Les gens voulaient croire. Si la maison était hantée, alors la démesure de Sarah devenait légitime. Sa vie n'était plus un gâchis de richesse et de temps, mais un combat épique contre l'invisible. C'est ainsi que le manoir devint l'une des attractions les plus célèbres de Californie. Dans les boutiques, les cartes postales montraient la demeure noyée dans une brume artificielle, avec cette épitaphe commerciale: la maison la plus hantée d'Amérique. La mémoire de Sarah fut irrémédiablement déformée. De son vivant, elle était une femme de tête secrète et incomprise. Dans la mort, elle devint une icône de la folie, la veuve éperdue tentant désespérément de distancer une malédiction dont elle n'avait jamais parlé. Pourtant, à bien y regarder, avait-elle vraiment échoué? Sarah vécut jusqu'à l'âge vénérable de 83 ans. Elle survécut à son mari, à sa fille, aux grandes épidémies et aux plus terribles séismes de l'histoire américaine. Elle s'éteignit paisiblement, dans le lit qu'elle avait elle-même choisi, au cœur de son sanctuaire. Si le contrat passé avec les esprits stipulait qu'elle mourrait à l'arrêt des travaux, elle avait déjà remporté la partie.
Le chantier s'était ralenti bien avant sa fin et le monde n'avait pas sombré. Mais le mythe était trop puissant pour être délogé. Les décennies passèrent, les propriétaires changèrent, mais le récit resta figé dans l'effroi. Dans les années 70 et 80, la demeure Winchester devint le pilier de la culture paranormale naissante, faisant le bonheur des chasseurs de fantômes et des auteurs d'ouvrages sur l'Amérique occulte. La vérité, complexe, profondément humaine et silencieuse, fut ensevelie sous des strates de mystères manufacturés pour le divertissement. Ce n'est que très récemment que le regard a commencé à changer. Les historiens, en exhumant ses œuvres philanthropiques et son respect sacré pour ses employés, dessinent aujourd'hui une nouvelle silhouette, celle d'une femme qui n'efface pas l'étrangeté, mais qui la redéfinit. La maison Winchester n'est plus seulement une attraction hantée, elle est redevenue un monument au deuil, une cathédrale de la persévérance et peut-être, à sa manière la plus pure, un monument à l'espoir d'une paix enfin trouvée. Si cette exploration des coulisses de la légende vous a captivé, je vous invite à soutenir notre travail en aimant ce récit et en rejoignant notre communauté pour découvrir d'autres destins hors du commun. Partagez avec nous en commentaire. Selon vous, Sarah Winchester était-elle la victime d'une malédiction ou l'architecte de sa propre délivrance? Votre avis enrichit notre quête de vérité. Chapitre 13. Ce que Sarah bâtissait réellement. L'inventaire de la succession Winchester dura 6 semaines. Francis Marriott et son équipe recensèrent chaque recoin, pièce après pièce. Meubles, porcelaines, vêtements et matériaux de construction furent minutieusement consignés. Pourtant, les registres financiers racontaient une histoire bien plus limpide que la maison elle-même. Entre 1886 et son dernier souffle, Sarah avait employé en moyenne 22 ouvriers de manière continue. Les livres de compte révélèrent des salaires bien au-dessus des tarifs en vigueur. Là où un charpentier gagnait 2 $ par jour ailleurs, 2 $ par jour, il en percevait 3 chez les Winchester. Les artisans les plus qualifiés touchaient des sommes plus importantes encore. Les registres consignaient également une philanthropie discrète mais massive. Des dons anonymes aux hôpitaux de San-José, des fonds versés aux orphelinats, des secours pour les victimes des séismes et des incendies, des milliers de dollars chaque année, l'équivalent de centaines de milliers aujourd'hui. Les dépenses médicales apparaissaient fréquemment, non pas pour Sarah, mais pour ses employés. Ici, le paiement d'un médecin pour soigner la main blessée d'un ouvrier. Là, la prise en charge de la chirurgie de l'enfant d'un manœuvre. Des notes indiquaient le maintien du salaire pendant une convalescence. Une entrée particulièrement éloquente mentionnait une pension mensuelle versée à un agent d'entretien trop âgé pour ses fonctions. Les paiements se poursuivirent pendant 3 ans, jusqu'à son décès. Sarah le rémunérait pour sa loyauté, sans rien attendre en retour. Ce n'étaient pas là les registres d'une démente. C'étaient les comptes d'un mécène qui considérait le travail comme une valeur humaine et non comme un simple coût. La maison elle-même, sous un regard attentif, révélait la même logique. Ces escaliers aux marches dérisoires n'étaient pas des pièges ésotériques, mais une réponse à l'implacable progression de l'arthrite. Les archives médicales confirmaient que Sarah souffrait de douleurs articulaires chroniques qui s'aggravaient d'année en année. Monter des escaliers standards lui était devenu impossible. Le choix de multiplier les chambres répondait à la même nécessité. Changer de lit permettait de trouver une position moins douloureuse, d'éviter les courants d'air ou de rester au rez-de-chaussée quand l'ascension devenait un calvaire. Quant aux portes donnant sur le vide, elles n'étaient souvent que les témoins muets de plans modifiés au cours de rénovations perpétuelles. Ce n'était pas de la folie, mais le désordre naturel d'un chantier sans fin. Rien de tout cela ne signifie que Sarah n'était pas habitée par sa foi. Elle fréquentait les églises spiritualistes et croyait fermement en une vie après la mort. Mais à son époque, le spiritisme était un courant dominant. Des présidents, des scientifiques et des intellectuels consultèrent des médiums. Sarah n'était pas une paria, elle était une femme de son temps. La construction servait plusieurs desseins simultanés. Elle offrait un rempart contre la précarité pour des dizaines de familles lors des crises économiques. Elle donnait à Sarah une mission, un projet à diriger dans un monde qui attendait des veuves qu'elle s'efface. Et elle créa quelque chose de pérenne. Quelles que soient ses motivations profondes, deuil, culpabilité ou simple excentricité, le résultat est une structure qui défie le temps depuis plus d'un siècle. L'argent des carabines Winchester provenait de la mort, c'est un fait immuable.
Mais l'usage que Sarah en fit généra de l'emploi, de la charité et de l'art. Elle transforma un héritage de sang en salaire et en artisanat. Libre à chacun d'y voir ou non une forme de rédemption. Chapitre 14. La demeure qui refuse de mourir. En toute logique, le manoir Winchester aurait dû être démoli il y a des décennies. Trop vaste, trop étrange, trop coûteuse à entretenir. Le choix le plus rationnel après 1922 aurait été de raser l'édifice et de morceler le terrain. Mais quelque chose empêcha cette fin prévisible. Peut-être était-ce l'audace inouïe de la structure, ce miracle d'obstination d'une femme travaillant sans architecte. Ou peut-être était-ce la force de sa légende. Dès les années 1920, le mythe de la malédiction s'était enraciné. Ce récit possédait une valeur culturelle et commerciale immense. La maison survécut donc et, au fil des ans, elle se métamorphosa. Dans les années 1960, une nouvelle gestion modernisa les visites et stabilisa la structure. Les dommages du séisme de 1906 furent enfin réparés. Des pièces que Sarah avait scellées furent rouvertes, offrant aux visiteurs l'accès à des espaces figés dans le temps depuis 60 ans. Le récit commença à évoluer. On parlait moins de la veuve folle et davantage du mystère architectural. On soulignait désormais l'intelligence de Sarah et son sens des affaires. Dans les années 80 et 90, les enquêteurs du paranormal arrivèrent avec leurs détecteurs de champs électromagnétiques et leurs caméras infrarouges, décrétant que les lieux étaient véritablement hantés. Les scientifiques, eux, invoquaient la physique. Le bois ancien qui craque, les courants d'air créant des zones de froid, le pouvoir de la suggestion. La maison devint un test de Rorschach géant. Les croyants y voyèrent des esprits, les sceptiques, des lois physiques, les historiens, la trace d'un deuil insondable. Et tous avaient probablement raison. En 2018, le cinéma s'empara de l'histoire avec Helen Mirren, transformant la vie discrète de Sarah en un thriller surnaturel. Si le film s'éloignait de la vérité historique, il fit découvrir le nom de Winchester à une nouvelle génération. Aujourd'hui, le manoir reste l'un des sites les plus visités de Californie. Des centaines de milliers de personnes parcourent ses couloirs chaque année, grimpent ses escaliers menant au néant et s'interrogent. On propose désormais des parcours variés. Certains se concentrent sur l'architecture et l'ingénierie, d'autres sur l'histoire de Sarah, tandis que les visites nocturnes à la lampe torche cultivent le frisson des Antilles. Dans l'obscurité de ces corridors, entre deux craquements de la charpente, il est facile de croire aux fantômes. La boutique de souvenirs mêle les ouvrages sérieux sur l'architecture victorienne aux gadgets de chasseurs de spectres. L'histoire et la légende s'y côtoient, dans un espace qui a toujours résisté aux définitions trop simples. La maison parvient encore à surprendre ceux qui pensent la connaître. En 2016, une pièce totalement oubliée fut découverte, murée derrière une cloison depuis l'époque de Sarah. À l'intérieur, le papier peint victorien, un lavabo et une cheminée étaient restés intacts, parfaitement préservés. Comme un rappel que la demeure garde encore ses secrets, d'autres pièces sont peut-être encore cachées, d'autres passages attendent d'être découverts. La demeure Winchester refuse d'être totalement mise à nu. Elle refuse la simplicité. Elle refuse de mourir, tout comme la femme qui l'a bâtie. Chapitre 15. Un héritage de bois et de verre. La maison Winchester figure aujourd'hui dans plus de 50 ouvrages consacrés à l'Amérique occulte. Les enquêteurs du paranormal y ont filmé des dizaines d'émissions. Les podcasts dissectent sa légende maudite et les caméras infrarouges traquent les zones de froid dans ses moindres recoins. Le manoir est devenu un pilier culturel, analysé et réinterprété par chaque nouvelle génération. Pourtant, le regard que nous portons sur Sarah ne cesse de muer. Dans les années 1920 et 1930, on la dépeignait comme une aliénée. La presse se délectait de sa prétendue démence, brossant le portrait d'une veuve sombrant dans l'obsession. Ce reflet était celui d'une époque où une femme riche et indépendante ne pouvait être qu'instable si elle n'était pas sous tutelle masculine. Dans les années 1960, le récit s'est adouci. Sarah est devenue une figure tragique. L'accent a été mis sur ses deuils, son enfant, son mari, le poids de cette fortune bâtie sur le sang. Elle restait malade, mais on lui accordait désormais de la sympathie. Puis vint le boom du paranormal dans les années 1980. Soudain, Sarah n'était plus une femme endeuillée, mais un médium en contact direct avec l'au-delà.
La maison n'était plus le symptôme d'une névrose, mais la preuve physique du surnaturel. Ces dernières décennies, cependant, une nouvelle lecture émerge. Les historiens découvrent une femme qui gérait des finances complexes, supervisait des chantiers colossaux et maintenait son empire debout pendant 40 ans. Les registres de paix et les contrats ne révèlent pas le chaos d'une esprit égaré, mais la rigueur d'une gestionnaire hors pair. Aujourd'hui, nous reconnaissons son libre arbitre. La maison n'était pas l'œuvre aléatoire d'un esprit confus, mais un projet délibéré, financé et administré avec une constance remarquable. Même la célèbre légende du médium de Boston est remise en question. Aucune source contemporaine ne confirme que Sarah ait jamais cru à une malédiction. Ce récit n'est apparu qu'après sa mort, peut-être pour romancer les premières visites touristiques. Ce qui reste indiscutable, ce sont les faits. Sarah a hérité de 20 millions de dollars en 1881, soit un demi-milliard d'aujourd'hui. Elle a bâti pendant 38 ans, elle a payé ses ouvriers au-dessus du marché. Elle a été une philanthrope généreuse. Elle s'est éteinte paisiblement à 83 ans. La maison, elle, est bien réelle. 160 pièces, 40 escaliers et des énigmes architecturales que personne ne peut expliquer avec certitude. Chaque visiteur qui arpente ces couloirs en repart avec sa propre vérité. Certains y voient les stigmates de la folie, d'autres une manière singulière d'apprivoiser le deuil. Certains y cherchent des fantômes, d'autres y trouvent des lois de la physique. Le manoir agit comme un miroir où chacun projette ses propres croyances. Cette ambiguïté est devenue l'essence même de la demeure. Elle refuse les explications simplistes. Elle demeure, après 140 ans, un mystère authentique dans un monde qui exige des réponses. Sarah n'a laissé ni autobiographie ni manifeste. La maison est son unique déclaration. Et l'architecture, contrairement aux mémoires écrits, ne comporte pas de notes de bas de page. Chapitre 16. L'ultime déambulation. Parcourir la maison Winchester aujourd'hui est une expérience balisée. On suit des sentiers tracés, les zones fragiles sont protégées par des cordons de velours et des panneaux expliquent l'inexplicable. Tout est contrôlé, sécurisé. Mais imaginez un instant la traversée en 1920 du vivant de Sarah. Le bâtiment était alors en mouvement perpétuel. Vous seriez entré par la porte que Sarah avait désignée ce mois-là comme l'entrée principale. Un domestique vous aurait conduit à travers des couloirs bifurquants sans prévenir, vous faisant passer devant des cloisons ouvertes où les ouvriers martelèrent le bois. L'odeur serait radicalement différente de celle d'aujourd'hui. Le parfum boisé de la sciure fraîche, l'âpreté du plâtre humide, l'effluve du vernis séchant sur les essences rares. La maison était simultanément un palais et un chantier de construction. Vous auriez croisé des ouvriers levant à peine les yeux, habitués aux visiteurs mais formés au silence. Le domestique vous aurait fait patienter dans la serre ou un salon d'apparat. Parfois Sarah apparaissait, une silhouette menue drapée de noir, polie mais distante, à la voix feutrée et aux gestes précis. D'autres fois, elle restait invisible, et on vous priait de laisser votre carte. La rencontre, si elle avait lieu, était brève. Sarah ne recevait pas pour briller en société. Elle tolérait une interruption. Vous seriez reparti par une porte différente de celle de votre arrivée, empruntant un escalier que vous auriez juré ne pas avoir vu 10 minutes plus tôt. Était-ce une volonté délibérée de vous égarer comme elle égarait les esprits, ou simplement le chaos naturel d'un labyrinthe en expansion? Nul ne le savait. Cette version de la maison a disparu. Le tumulte des outils s'est tu. La présence de Sarah s'est évaporée. Ce qui demeure, c'est la coquille, l'architecture sans l'architecte. Les guides comblent désormais le vide. Ils vous diront que l'escalier menant au plafond est un message des esprits ou peut-être un simple changement de plan, ou encore un test de conception. On vous invite à choisir l'explication qui vous convient. C'est ce qui fait la force de la demeure Winchester. Ce n'est pas seulement son étrangeté, c'est l'incertitude qu'elle génère. Le sentiment que Sarah possédait une clé que nous n'avons pas. Qu'il y avait une logique dans ce dédale, une intention derrière chaque aile, un sens caché dans chaque impasse. Mais elle n'a rien consigné. Et aujourd'hui, personne ne peut plus parler pour elle. La maison est devenue un monument aux questions sans réponse, à un deuil qui ne pouvait se dire avec des mots, à des choix qui n'avaient de sens que pour une seule âme. Les touristes tentent de résoudre l'énigme, de décoder le motif secret de 38 ans de labeur. Ils n'y parviendront pas. Sarah n'a pas bâti pour être comprise. Elle a bâti parce qu'elle en avait besoin pour continuer à avancer. Le pourquoi lui appartient à jamais. La maison, ce monstre de bois et de verre obstinément inexpliqué, est ce qu'elle nous a laissé.
Un mystère qui a déjà survécu à sa créatrice depuis plus d'un siècle et qui nous survivra sans doute tous. Elle continue d'égarer les visiteurs, d'engendrer des théories et de refuser la simplicité. Fidèle, en somme, à l'image de Sarah Winchester elle-même. Chapitre 17. La demeure dans la nuit. Vers minuit, les dernières lumières de la demeure Winchester s'éteignent. Les ultimes groupes de visiteurs s'éloignent, les portes sont verrouillées, les alarmes activées. Le manoir se retrouve seul dans l'obscurité, découpé par la lueur orangée des lampadaires de San José et le vrombissement lointain du trafic urbain. C'est à cet instant que le lieu semble le plus proche de ce qu'il était au temps de Sarah. Un dédale de galeries silencieuses où seul craque le bois et où seul gémit l'ossature de la maison sous l'effet du refroidissement nocturne. Les caméras de sécurité scrutent les pièces, les détecteurs de mouvement gardent les couloirs principaux. La technologie est moderne, mais l'édifice est ancien. Parfois, les capteurs se déclenchent sans raison apparente. Les objectifs captent des ombres fuyantes qui ne sont peut-être que des poussières ou des courants d'air glissant dans le champ. Le personnel, lui, cultive ses propres récits, un garde entendant des pas à l'étage alors que tout est clos, un agent d'entretien trouvant une fenêtre grande ouverte qu'il avait pourtant verrouillée la veille. On peut tout mettre sur le compte de la fatigue ou du bois qui travaille, mais ces témoignages résonnent étrangement avec ceux des ouvriers de 1890. Cette impression persistante d'une présence, juste là, dans la pièce d'à côté, se déplaçant un pas avant vous. La question de savoir si la demeure Winchester est véritablement hantée ne trouvera pas de réponse ici. Les preuves sont ambiguës, elles l'ont toujours été. Ce qui importe davantage, c'est de comprendre pourquoi nous avons besoin qu'elle le soit. Si la maison est hantée, alors la peur de Sarah était justifiée. Son combat de 38 ans avait une cible, sa malédiction était réelle. Si la maison n'est que bois et verre, alors elle n'a fait que poursuivre une chimère née de sa propre douleur. C'est une perspective bien plus triste, bien plus difficile à accepter. La hantise, qu'elle soit réelle ou imaginée, donne à ce récit une forme achevée. Elle transforme une histoire de deuil en une histoire de fantômes, et les histoires de fantômes sont bien plus faciles à raconter. Pourtant, au cœur de la nuit, la distinction s'efface. Sarah Winchester a arpenté ces mêmes couloirs pendant des décennies, seule, prenant des décisions que personne ne comprenait, transformant ses visions en un édifice qui lui a survécu. Si ce voyage au cœur de l'inexplicable a captivé votre esprit, je vous invite à manifester votre soutien en aimant ce récit et en vous abonnant à notre chaîne. Partagez cette immersion avec les passionnés d'histoire et d'énigmes de votre entourage. Et dites-moi, en commentaire, quelle demeure, quel héritage ou quelle légende devrions-nous explorer lors de notre prochaine rencontre. Chapitre 18. Ce qu'il reste de Sarah. La maison mystérieuse de Winchester est aujourd'hui classée monument historique de Californie, sous le numéro 868. La plaque à l'entrée précise que la demeure fut bâtie de 1884 à 1922 par Sarah Winchester, héritière de la fortune des fusils éponymes. Elle mentionne que, selon le folklore, la construction se serait poursuivie sans interruption pour apaiser les esprits. Même l'administration officielle reste prudente. Elle évoque le folklore, non la certitude. Le doute est ancré dans les archives même du patrimoine. La maison fait l'objet d'une restauration permanente. Des planches pourries sont remplacées, les fondations sont renforcées pour répondre aux normes sismiques modernes. On analyse les pigments pour retrouver les couleurs d'origine. Le travail ne s'arrête jamais vraiment. Il a simplement changé de nature, passant de l'expansion à la préservation. Plus d'un siècle après la mort de Sarah, le manoir continue de faire vivre 50 employés à plein temps. Le récit de la malédiction, qu'il soit né d'un fait réel ou d'une invention marketing, assure aujourd'hui un revenu annuel de plusieurs millions de dollars. La tombe de Sarah, elle, se trouve à New Haven, dans le Connecticut. Elle repose aux côtés de son époux, William, et de leur fille, Annie. Les trois Winchester sont enfin réunis à 5000 km du manoir qu'elle a passé sa vie à remodeler. Sa pierre tombale est d'une simplicité désarmante. Aucune mention de la maison, aucune référence au fusil, juste des noms et des dates. Sarah Lockwood Winchester, 1839 à 1922. C'est la maison qui se charge de raconter le reste de l'histoire. Ce qui ne peut tenir sur une dalle de granit. 38 ans de chantier, 160 pièces.
Un enchevêtrement de questions auxquelles personne n'a jamais totalement répondu. La demeure mystérieuse de Winchester demeure le véritable monument de Sarah, étrange, tentaculaire et farouchement résistante à toute explication définitive, exactement telle qu'elle l'a laissée. La demeure Winchester ne s'éteint jamais tout à fait. Elle continue de projeter l'ombre d'une femme qui a cherché, dans la confusion des charpentes et le labyrinthe des couloirs, une paix que le monde extérieur lui refusait. Plus qu'un amas de bois et de verre, elle reste un miroir tendu à nos propres obsessions, un rappel que certains deuils ne trouvent de repos que dans l'immensité de l'inexplicable. Si ce voyage aux frontières de l'architecture et du mystère a su captiver votre esprit, je vous invite à soutenir notre travail en aimant ce récit et en rejoignant notre audience. Votre engagement est le souffle qui nous permet de redonner vie à ces héritages oubliés et de poursuivre nos explorations au cœur du patrimoine mondial. Quel autre palais chargé d'histoire, quelle autre demeure aux secrets enfouis souhaiteriez-vous nous voir explorer? J'attends vos suggestions avec impatience dans les commentaires. Merci de nous avoir accompagnés à travers ce dédale de l'âge d'or. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans les méandres de l'histoire.